Bien, merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Gauthier Lobini, je suis chargé de recherche au Centre de biologie pour la gestion des populations, que je ne dirige pas. Je travaille pour l'IRD. Je suis actuellement basé à Cotonou, à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, où on essaye d'aborder des problèmes donc, de rongeurs, notamment en lien avec la santé humaine dans les bas quartiers de la ville, si vous voulez. Alors j'ai un titre un peu bizarre, mais l'idée, ça sera d'essayer de vous convaincre que, selon moi du moins, la lutte contre les rongeurs ne peut pas se gagner sans l'intégrer totalement à une gestion globale de l'environnement, notamment en ville. Et je prendrai comme exemple essentiellement l'Afrique, que je connais un peu moins mal. Donc, c'est pas la peine que je vous fasse un laïus très long sur le fait qu'on est en pleine phase d'organisation de croissance sur toute la planète. On est aujourd'hui, depuis la fin des années 2000, un peu plus que la moitié d'urbains. Et dans le cas particulier de l'Afrique, cette urbanisation, elle est explosive. On estime qu'en 2050, on aura largement plus qu'1 milliard d'habitants dans les villes. Ça se traduit par l'émergence de très grandes mégapoles. Et elle a une autre particularité sur le continent, c'est qu'elle a été l'explosion urbaine a été relativement tardive. Par contre, elle est très rapide, elle est devenue complètement explosive, avec des taux de croissance assez hallucinants. Je vous ai donné un exemple, c'est celui de Niamey. Vous avez ici, avec la petite flèche rouge, ce qui est aujourd'hui le palais présidentiel au Niger, et avec la brousse derrière en 1960. En 2009, vous aviez la même chose, sauf qu'il y avait 10 km de ville de chaque côté. Donc en 50 ans, la ville a explosé. Niamey a une très grosse croissance, mais il y aurait des tas d'exemples à citer dans la plupart des capitales et maintenant des villes secondaires africaines. Donc une croissance urbaine relativement récente, mais explosive. Et bien évidemment, ça s'accompagne malheureusement en général de pas mal de problèmes d'aménagement. Alors la règle en général dans les villes du Nord, c'est qu'on aménage des zones, on y construit et puis les gens s'y installent. On observe souvent en Afrique, en tout cas pour les zones dont on va parler, les zones les plus informelles et les plus démunies, une logique totalement inverse. C'est-à-dire que les gens s'installent, par exemple suite à l'exode rural, donc dans les zones où sont des populations souvent très démunies, dans les zones les plus précaires, les plus insalubres. Ils y restent suffisamment longtemps pour décider d'investir un peu et de construire un peu plus durablement, et du coup les autorités, la puissance publique arrivent pour formaliser des zones qui sont généralement habitées et densément habitées depuis déjà pas mal d'années, voire des décennies. Du coup, vous avez la persistance et même l'expansion d'énormes zones insalubres, urbaines très denses, autrement dit des bidonvilles, si vous voulez. Là, vous avez une image, alors en rouge, c'est la proportion des habitants dans les villes qui vivent dans des bidonvilles, des très grands bidonvilles sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres carrés, à tel point qu'on estime que vers 2030, près un demi-milliard d'Africains vivront dans des bidonvilles. C'est un problème social évidemment colossal, qui existe aussi sur d'autres continents, mais en Afrique, c'est très criant. Alors les bidonvilles, je ne vais pas vous faire un cours de sociaux, mais enfin bon, grosso modo, c'est associé à des problèmes de développement qui sont assez colossaux. Un assainissement qui est défaillant, aux euphémismes, il est souvent totalement absent. Une gestion des déchets, j'ai mis une problématique là aussi, quand il y a une gestion des déchets, ce qui est rarement un cas. Et tout ça associé avec des très fortes densités de population humaine. Alors, on a souvent l'habitude, nous, dans les grandes villes françaises, européennes, occidentales en général, les villes développées, avoir des réseaux d'assainissement qui sont assez développés et qui sont physiquement séparés des lieux d'habitation. Grosso modo, on a des égouts qui sont enterrés, on a un ramassage des déchets qui sont traités par ailleurs, etc. Tandis que dans ces villes, ces grandes villes africaines, ces grandes zones informelles, si vous voulez, les rongeurs, on va finir par en parler, et les habitants vivent au même étage. C'est-à-dire que les gens vivent vraiment les uns à côté des autres parce que vous n'avez pas d'assainissement, vous n'avez pas de ramassage des déchets. Il y a même des cas extrêmes sur toute l'Afrique côtière, et ce n'est pas anecdotique, c'est où le déchet devient un substrat. On le distribue à Cotonou, par exemple, où je vis. Il y a tout un réseau monumental de récupération des déchets pour construire la ville. Elle sert à assainir des zones de bas-fond, etc. Tout ça, évidemment, est associé à des habitats de fortune, très encombrés, où les habitants tentent tant bien que mal d'amasser des objets, des stocks alimentaires qui sont souvent laissés à l'air libre. Évidemment, vous voyez venir, tout ça, ça va favoriser la prolifération des rongeurs de façon particulièrement exacerbée, avec un risque zoonotique associé.
Alors bon, déjà de qui on parle, ça j'imagine que Jean-Marc ira dans le détail, mais dans ces grandes villes africaines, vous avez les rongeurs cosmopolites qu'on trouve un peu partout dans les grandes villes du monde, hein, donc le surmulot, Rattus norvegicus, le rat noir, Rattus ratus, la souris domestique, Mus musculus. Mais là aussi, il y a une petite particularité en Afrique, c'est que l'urbanisation étant relativement récente, vous avez ce phénomène dont on parlait tout à l'heure de rongeurs invasifs. Les cosmopolites viennent grosso modo d'Asie, hein, conquérir la planète à partir des déplacements, des échanges, des déplacements humains et des échanges internationaux. Mais en Afrique, ils sont en train d'envahir le continent. Dans les grandes villes d'Amérique du Sud, vous n'avez plus que des rats ou des souris. En Europe, c'est un peu pareil. Dans les villes africaines, vous avez encore une coexistence des rongeurs locaux, comme le Mastomys natalensis par exemple, le rat maléolithique qui est le réservoir naturel de Lhasa, ou d'autres comme le rat géant, etc. Donc il y a quelque chose là qui est un peu particulier dans ces villes africaines. C'est pas un rongeur, mais je vous fais un petit clin d'œil sur la musaraigne. Alors on ne parle jamais des musaraignes, encore moins que des rongeurs. Nous, à Cotonou, ça représente un tiers de nos captures, et elles portent à peu près les mêmes pathogènes que les rongeurs, mais sont. Non, je n'en parlerai plus, on en parlera après. Donc, évidemment, dans ces grandes bidonvilles, les rongeurs, ils trouvent le gîte, ils trouvent le couvert, hein, ils sont assez à l'aise. Le gîte, parce que c'est très encombré, c'est très dense, c'est des amas de déchets, de choses comme ça. Donc, ils circulent à l'abri des prédateurs qui, en plus, sont relativement rares. Ils trouvent le couvert, avec tout le reste alimentaire, tous les dépotoirs. Et les ressources sont permanentes. Donc, ça, c'est propre aux villes, c'est-à-dire que vous avez des ressources alimentaires, notamment, qui sont mises à disposition par l'homme et ses activités de façon permanente. Du coup, vous avez une reproduction qui est permanente. Là aussi, je pense que Jean-Marc en parlera, mais généralement, les rongeurs, on va dire champêtres, en brousse, ont des reproductions qui sont cycliques, avec des pics de reproduction. Mais en ville, c'est très différent, probablement dû à cette permanence de ressources. Vous avez ici, grosso modo, représenté des courbes de reproduction du Mastomys natalensis, ce réservoir de Lhasa, dans les champs tanzaniens. Et vous voyez que c'est calé sur les saisons des pluies, avec un arrêt de la reproduction au moment des saisons sèches. Et bien, la même espèce dans les villes, donc ici à Niamey, où elle habite toutes les maisons de Niamey, au Niger, cette reproduction devient un peu erratique comme ça, mais toute l'année, vous avez de la reproduction. Et ça va mener à une omniprésence de ces micro-mammifères, rongeurs et autres. C'est-à-dire que vous en trouvez absolument quasiment dans tous les foyers. Alors, je vous donne l'exemple ici de Cotonou, où on a fait un suivi de 3 quartiers avec des profils socio-économiques différents pendant 2 ans. Et vous avez un taux global d'infestation des maisons de plus de 90%. C'est-à-dire que vous avez plus de 9 maisons sur 10 où on trouve du rongeur. Et on les trouve en plus de façon relativement abondante, puisqu'on fait grosso modo 3 nuits de piégeage successives, et on y trouve en moyenne entre 4 et 5 rongeurs à chaque fois, ce qui est considérable. Parce qu'évidemment, inutile de vous dire qu'on n'attrape pas tout et tout le monde. Et après 2 ans, on n'a quasiment pas de baisse des rendements. D'accord ? Donc ils sont vraiment là de façon abondante, en grande densité. Et puis cette abondance de réservoirs, de pathogènes, on va venir à la santé maintenant, s'accompagne de très fortes prévalences. Vous avez par exemple, alors j'ai pris l'exemple d'à peu près des mêmes quartiers, vous avez un rongeur sur 8 qui porte des leptospires pathogènes dans les quartiers dont je viens de vous parler, à Cotonou. Vous avez un rongeur sur 3 qui porte des bartonelles, pareil, on pas tellement des bartonelloses. Vous avez un rongeur sur 2 qui porte des trypano-atypiques, trypanosoma leontisi notamment, de pathogènes dont on se demande s'ils ne seraient pas émergents. Vous avez des études, il y en a d'autres, hein, il y a un quart des rats noirs de Tananarivo à Madagascar qui était séropositif à la peste en 98, il peut y avoir des données mises à jour, peut-être qu'on aura des exemples tout à l'heure. Et on parlait aussi des points d'entrée de la circulation des rongeurs à travers le trafic maritime. On fait également un suivi du port de Cotonou et on a un surmulot sur 5 qui porte des traces d'antivirus de type Séoul. Donc rien à voir avec le Bénin, mais effectivement ça rentre aussi par là. Donc, et la répartition de ces pathogènes sur les rongeurs, elle est vraiment géniale. Enfin, c'est partout. On a vraiment partout. Vous avez aussi là ces images, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu petit, mais ces mêmes quartiers donc suivis à 3 saisons différentes. Et en rouge sont représentés la part des rongeurs qui sont porteurs de pathogènes. Ici, à nouveau, l'exemple des trypanos. Vous voyez, grosso modo, chaque rond représentant un foyer qu'on a suivi, on en trouve absolument partout dans toutes les maisons, à la fois en rongeurs et en pathogènes. Si on fait un inventaire des foyers où on a trouvé des leptospires pathogènes,
vous avez plus de 3/4 des maisons où on a trouvé au moins une fois des leptospires pathogènes dans l'environnement domestique. Et nous, on piège dans les chambres, on ne piège pas dehors, on est vraiment chez les gens, sur leur lit, sous leur lit ou leur natte. Donc vous avez vraiment une proximité très importante entre le rongeur, l'homme et le pathogène. Donc grosso modo, en ville, on est sur une situation où vous avez à la fois une forte densité d'hôtes et de très forte prévalence de toute une batterie de pathogènes que vous a présenté Eric. Donc, pour résumer, une forte densité humaine, un environnement socio-environnemental très dégradé, une abondance de rongeurs. Vous avez évidemment un risque accru de transmission entre les rongeurs, mais donc aussi entre les rongeurs et l'homme. Alors ça, le risque, ça exacerbe le risque d'épisodes épizootiques, bien sûr, et de passage à l'homme, le cas zoonotique. Et dans le cas où on a des pathogènes qui peuvent shifter d'une transmission rongeur-homme à une transmission homme-homme, je pense à la peste et à la fièvre de Lassa par exemple, le fait d'avoir ces fortes densités humaines dans des zones où de toute façon les gens les niveaux d'éducation sont malheureusement relativement faibles, ça va aussi avec des structures médicales très précaires, donc les gens vont tardivement dans les centres de santé qui sont eux-mêmes assez peu équipés, assez peu sensibilisés à ce genre de problème. Le risque que qu'on rate tout le début d'un démarrage d'épidémie est évidemment énorme. C'est un risque de transmission homme-homme qui est fort, et donc des risques d'épidémie, voire de pandémie, parce que ce ne sont pas des zones isolées, ce sont des zones où les gens circulent énormément. Alors bon, ok, on fait ce constat, misère extrême, risque important. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors j'ai pas de très bonnes nouvelles, hein, mais on peut commencer par imaginer qu'on va faire appel de façon un peu écologique à des prédateurs naturels. Dans les zones dont on parle, les prédateurs naturels, type petits carnivores, serpents, chouettes, effraies, etc., il faut bien reconnaître qu'ils sont devenus quasiment absents, hein, ils ne sont plus, donc on ne peut pas trop compter sur eux. Les chiens n'ont jamais été super efficaces contre les rongeurs. Alors, vous parliez des chats tout à l'heure. Les données scientifiques montrent que les chats, c'est pas forcément très efficace, que de toute façon là, on a des densités telles de rongeurs qu'il faudra vraiment une quantité astronomique de chats pour essayer d'arriver à quelque chose d'équilibrant. Et par ailleurs, on a affaire à des rongeurs souvent de grande taille, pas toujours, mais par exemple, si vous prenez un surmulot ou un noir, le chat, c'est lui qui est prédaté, quoi. Donc, difficile de compter sur les prédateurs type prédateurs animaux comme ça. Ce qui vient évidemment à l'esprit, c'est à partir de ces très hauts taux d'infestation et des fortes abondances, c'est la dératisation de masse, d'envergure, qu'elle soit mécanique, par piégeage, ou chimique, par poison. Alors, c'est pas sans poser quelques problèmes aussi. Je ne vais pas vous faire le détail de toute cette publique qui ne date pas d'hier, mais qui est toujours d'actualité. Grosso modo, c'était une modélisation des populations, alors en contexte rural, mais bon, ça vaut, on peut le transférer à nos problèmes, où en fait, Steinset et ses collaborateurs modélisaient en fait l'impact d'une diminution de survie, comme le fait une campagne de dératisation, sur des populations à faible densité, en haut, et à forte densité, en bas. Donc, avec des cas 75%, 50-25, c'est des taux de réduction de survie. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en forte densité, la population de rongeurs, une fois qu'elle subit une baisse de sa survie en gras, elle n'est quasiment pas impactée. C'est-à-dire que vous pouvez dératiser, si la densité est trop forte, au bout d'un moment, ça ne répond plus, et les populations se reconstituent très vite. Donc, en situation urbaine, on est très, très clairement dans ce cas de très forte densité. Pour vous donner aussi une idée de l'ampleur du problème, il y a des campagnes de dératisation qui sont organisées par exemple à La Réunion, sur des bases collectives, participatives. Vous avez c'est la Fédération de gestion des organismes nuisibles, qui organise donc ces dératissations. Alors là, on est en zone rurale et périurbaine, le problème est déjà un peu différent, qui arrive à réunir à peu près 4000 volontaires 2 fois par an pour dératiser. Ils arrivent à dératiser à peu près 20 000 hectares par an. Une ville comme Lagos, ça fait 100 000 hectares. Il faudra quand même investir du monde et des moyens pour arriver à faire des choses un peu de ce genre. D'un point de vue financier, vous parliez des rats de Paris. Alors, les rats de Paris, le problème est somme toute assez localisé, il n'est pas négligeable mais localisé. La dotation du plan anti-rats de la mairie de Paris, sauf erreur de ma part, est de à peu près 1,5 million. Le budget d'un ministère, d'une mairie en Afrique, je vous ai pris le Bénin, ne permettra jamais d'investir autant pour des problèmes qui sont en plus beaucoup plus massifs en termes d'ampleur, notamment spatiale. Problème de faisabilité.
Alors quand on a un problème de faisabilité, une logique, une réaction logique, ça serait de pouvoir s'appuyer sur les populations, c'est ce qu'on appelle le développement à base communautaire, les approches participatives, si vous voulez, c'est d'impliquer les populations des quartiers, de dire vous allez nous aider, vous allez faire l'effort de main-d'œuvre, vous allez nous aider à dératiser chez vous, ce qui est tout à fait pertinent. Ça va poser d'autres problèmes encore, donc on va passer en revue. Alors la première, c'est celle de la définition de la zone à travailler. Vous savez que quand vous dératisez à un endroit, il faut s'assurer que vous dératisez à peu près toute, on va dire, la population fonctionnelle. D'accord ? Alors c'est pas, je peux rentrer dans les détails si vous voulez, mais nos études de génétique des populations au labo, sur 3 espèces dans 3 villes d'Afrique de l'Ouest, donc à Cotonou, le rat noir, à Dakar, la souris et le Mastomys natalensis à Niamey, montrent que en fait, les populations urbaines sont des très grandes entités spatiales. C'est-à-dire que grosso modo, je ne rentre pas dans les détails génétiques des couleurs, mais en fait, une barre, c'est un individu, et une couleur, c'est un type génétique. Donc là, vous avez très peu de mélange. Ce que ça veut dire, c'est que des populations sont énormes. Par exemple, à Cotonou, en haut à gauche, vous avez la rive gauche, la rive ouest, qui constitue une population à part entière, très rouge. La rive est, une autre. Évidemment, ce sont des zones gigantesques. Ça veut dire que si on faisait de la lutte à base communautaire, il faudrait réussir à impliquer les gens de toutes ces zones dans leur ensemble. Si on fait des poches comme ça ne sert à rien, c'est une entité fonctionnelle. Pareil à Dakar, par l'île de Gorée, c'est vraiment une seule population de souris qui ont envoyé là aussi toutes les maisons relativement récemment d'ailleurs. Et à Niamey, on a aussi 2 parties de la ville qui sont coupées par le fleuve, mais sinon ce sont 2 grandes populations. Donc il y aurait le problème de l'engagement de toutes ces populations à très grande échelle. Par ailleurs, pour faire de la base communautaire, il faut réussir à ce que les gens s'approprient le problème, s'impliquent totalement, pleinement. Et alors, donc, il faut réussir à les informer, à les atteindre, à obtenir leur confiance et leur implication. Alors ça aussi, c'est compliqué parce que les villes sont souvent des assemblages d'entités socioculturelles assez hétérogènes, avec des histoires souvent complexes. C'est très différent de travailler, par exemple, avec la population d'un village, qui est souvent une population plus homogène culturellement, avec des liens familiaux forts. Là, ce n'est pas le cas. Et il y a parfois une érosion en fait, des mécanismes de solidarité sociale. Vous avez une difficulté à identifier les personnes ressources, par qui on fait passer le message, est-ce qu'on va toucher tout le monde, est-ce que c'est un chef de quartier, un chef religieux, etc. Et puis vous avez éventuellement le problème de la multiplicité des cultures, donc des langues, et je sais que c'est important pour faire passer certains messages. Alors c'est pas anecdotique parce que à une autre échelle, mais c'est la même chose que celle des histoires de génétique des populations. Imaginez que vous ayez un quartier avec des maisons infestées de façon massive. À chaque point rond, il y a des rats dans la petite maison là. Si vous arrivez à impliquer les gens dans la plupart de ces maisons, mais pas toutes, vous allez dératiser massivement, mais il va rester certaines maisons à partir desquelles très très vite, ça va recoloniser. Les gens que vous n'avez pas réussi à impliquer dans votre lutte, que vous n'avez pas réussi à convaincre, que vous n'avez pas réussi à trouver, à voir, eh bien, ceux-là vont servir de réservoir, si vous voulez, de rongeurs, et ces rongeurs ont une telle prolificité qu'ils vont recoloniser immédiatement les environs. Alors, ça se fait en quelques semaines, maximum à quelques mois, et par ailleurs, vous allez perdre la confiance des gens qui étaient impliqués avant. Puisque si vous voulez, 3 semaines après ou 6 semaines après, ils vont se retrouver avec les mêmes problèmes de rongeurs, alors que vous êtes acharnés à leur dire, vous savez, ça va être bien, vous allez travailler avec nous, etc. Donc vous perdez la confiance des gens, et donc durablement, c'est difficilement tenable, enfin, du moins selon moi, on peut en discuter. Par ailleurs, la dératisation à base communautaire, elle comporte d'autres risques. Vous avez le risque de la résistance aux raticides. Si on l'a fait sur une base chimique, distribuer les raticides en masse dans ces villes, ça veut dire probablement faire monter en fréquence des résistances aux anticoagulants très rapidement. Donc ça risque de ne plus être efficace très vite. Vous avez un autre problème, vous en parliez tout à l'heure, c'est que les rongeurs sont effectivement amplement consommés par les populations rurales, mais aussi urbaines. Un exemple, vous avez certains quartiers des villes nigérianes où c'est Vilassa, où une personne sur 5, un adulte sur 5, déclare consommer du rat régulièrement. Si vous donnez aux gens les moyens de capturer les rats, par exemple, vous leur donnez un outil pour aller chercher les rats. C'est-à-dire qu'ils vont aller encore plus au contact du rongeur, c'est-à-dire l'inverse de ce que vous souhaitez obtenir, avec un risque de transmission rongeur-homme qui risque d'être augmenté. Compte tenu de la taille de ces villes, de ces problèmes, vous avez toutes les chances de faire sortir des cas, potentiellement des épidémies à un moment donné.
Et puis dans les deux cas, que ce soit du chimique ou du mécanique, si vous confiez le travail aux gens, ce qui serait effectivement permettrait d'avoir plein de petites mains sur le terrain, mais vous allez également les mettre en contact permanent, puisque les rongeurs, il faudra qu'ils les tuent, qu'ils les jettent, etc. Et vous allez avoir des milliers de contacts quotidiens entre les gens, avec des hygiènes parfois compliquées, et les rats. Donc selon moi, c'est un peu dangereux. J'en profite pour insister. L'autre problème, c'est qu'on ne dératise jamais sans désinsectiser. Donc là, ça va compliquer encore la manip, parce que vous le savez probablement mieux que moi, beaucoup de pathogènes à transmission vectorielle, notamment à puce, circulent de rongeur à rongeur par piqûre, voilà. Sauf que si le rat meurt, on dératise, on en fait mourir beaucoup, la puce va chercher un autre hôte alternatif immédiatement. Dans ces quartiers, vous vivez avec les rongeurs. Les gens vous parlent tous des rongeurs qui courent sur vous la nuit. D'accord ? Le terrier, il est à côté de la tête des gens qui dorment ou des bébés, quoi. Donc l'hôte le plus proche, il va très vite devenir humain, en fait. Et vous risquez, si vous ne les insectisez pas en même temps que vous dératisez, imaginez un vase communautaire, on peut faire les deux en même temps, de faire émerger certaines pathologies à base vectorielle, à transmission vectorielle. Il y a des exemples connus, hein, il y a des cas, par exemple, de typhus qui sont sortis à La Réunion suite à des programmes de grande ampleur contre la leptospirose, maladie à transmission non vectorielle mais environnementale. On a dératisé sans désinsectiser, cas de typhus murin qui sont sortis derrière. Il y a le cas de la peste, je crois, au Pérou, où je pense qu'il y a eu pas mal d'épidémies de peste qui sont sorties suite à des dératisations sans désinsectisation. Donc pour conclure sur la dératisation, est-ce que c'est une solution ? Probablement pas. Le succès sera probablement mitigé, à moyen et long terme, c'est bien sûr. Il y a plein de tous les problèmes qu'on a cités qui fait que probablement on ne peut pas envisager des luttes à grande échelle. Alors c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est facile à concevoir, mais c'est pas facile à mettre en œuvre sans risque. Il me semble, notamment dans ces contextes urbains, africains et autres. Petite exception probablement, quand vous avez des zones très localisées, dans les villes il y en a beaucoup, je pense à toutes les plateformes d'échange pour éviter la circulation de rats vecteurs, pesqueux ou autres, les ports secs, les gares routières, les zones de transbordement. Là, on peut très bien faire de la dératisation mécanique, chimique. Ce sont des espaces physiquement contrôlables, contrôlés, où les gens en général n'habitent pas. Et il y a moyen de faire des choses ciblées. Là, c'est tout à fait envisageable. Même chose avec les zones très, très fournies en rongeurs, les zones d'entreposage, les marchés, les entrepôts, le stock alimentaire. Et peut-être aussi, on peut l'envisager au niveau des zones où des personnes vulnérables sont concentrées, je pense aux centres de soins, aux maternités et autres. Du coup, moi, personnellement, je ne vois qu'une solution, c'est d'intégrer la lutte contre les rongeurs à des campagnes beaucoup plus vastes. Alors, on peut, à l'échelle du foyer, s'amuser, c'est pas très drôle, mais essayer de sensibiliser les gens foyer par foyer. Hein. Il y a des choses qui peuvent un peu marcher, améliorer les choses. Évidemment, promouvoir l'hygiène, etc. Mais c'est le nettoyage des maisons, mais ça, les gens le font déjà. Il y a parfois des petits dispositifs pour faire du rat proofing, donc empêcher les rats de circuler, de rentrer, etc. Dans les bidonvilles, c'est compliqué. Hein. C'est tellement un amas de tôle, de plastique que le rat est un peu roi. Il y a la gestion des déchets qui peuvent être. On peut essayer de pousser les gens à sortir les déchets, à les traiter, mais quand on n'avait pas de ramassage de déchets, les gens ils font ce qu'ils peuvent. C'est compliqué. Alors là, on peut être un peu plus efficace éventuellement, et ça marche pas trop mal, c'est d'essayer de sensibiliser les gens au fait qu'il est très important que leur stock alimentaire, leur reste de repas, etc., soit confiné dans des boîtes. Il y a plein de solutions possibles. Eric parlait de ces containers en alu au Pérou, on pourrait envisager de faire ça un peu massivement dans certaines zones. Enfin, je ne suis pas persuadé qu'on aille très loin, je pense qu'il faut malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est plus compliqué à faire. Par contre, je crois que ça risque d'être plus efficace, ça serait de passer à l'échelle au-dessus, à l'échelle politique. Donc, ça fait 20 minutes que je vous embête avec le fait que l'environnement urbain facilite la prolifération des rongeurs, donc exacerbe le contact homme-rongeur, ce qui provoque la sortie d'épidémies de zoonoses. On peut s'amuser à taper à chacune de ces étapes, en faisant du contrôle, de la dératisation, de la sensibilisation, ou de déployer tout l'arsenal médical une fois que les plans sont sortis. Et quand on fait de la politique environnementale urbaine intégrée, en une fois, vous tapez à tous les niveaux de la chaîne. Puis ça a le bon goût de régler les problèmes liés aux rongeurs, mais de potentiellement lier d'autres problèmes de santé qui sont moins aussi importants, dont on parle davantage, mais qu'on ne règle pas beaucoup mieux. Une grosse paludisme, choléra, une antiase, etc.
Ça aurait le bon goût aussi de mutualiser des compétences, des ressources humaines, des fonds, en réglant tous ces problèmes, y compris les problèmes connexes liés au développement durable de tous ces quartiers qui ont de grands besoins. Alors évidemment, ça peut paraître un peu idéaliste, un peu utopique, ça je suis presque d'accord avec vous. Mais sachant que le reste ne marche pas, est-ce que c'est complètement débile de penser à ce genre de choses? Le problème, c'est alors la volonté politique. Voilà. Et il y a le problème des fonds, bien sûr. Aménager un quartier, c'est très cher. Mais alors, est-ce que c'est beaucoup plus cher que tous les programmes qui sont sectorialisés, chacun leur tour, d'accord, qui ne se parlent pas, qui font de l'aménagement, qui font du choléra, qui font du PALU, qui font du Jura, etc., etc. Je ne suis pas certain, je pense qu'il y aurait peut-être moyen, en améliorant un dialogue interinstitutionnel, d'essayer de raisonner la dépense et de regrouper les choses. Je suis d'accord, on en est loin. Mais malheureusement, je ne vois pas de solution. Alors j'ai deux bonnes nouvelles, c'est ironique. Si on arrivait à faire une chose pareille, on aurait probablement moins d'entités à convaincre. C'est-à-dire qu'on aurait juste à convaincre des grands instituts onusiens, les grands bailleurs de fonds, les coopérations multilatérales, bilatérales, les institutions locales, les grandes ONG, etc. Ça fait quand même moins que des millions d'habitants de bidonville. Et du coup, ça permettrait aussi de mettre en synergie de nombreux programmes qui sont largement dotés, mais qui tapant chacun de leur côté, au final, à mon avis, coûtent beaucoup plus cher, avec des résultats pas toujours à la hauteur de ce qu'on espère. Voilà, je vous remercie.